Du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Madame Jeanine Dubié relative aux droits des victimes de présenter une demande d'identité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. La parole est à Madame Jeanine Dubié, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à clarifier et améliorer l'écriture de l'article 706.5 du Code de procédure pénale concernant les délais de forclusion de saisine de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI, pour bénéficier du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI. En effet, sa rédaction actuelle est source de contentieux défavorables aux victimes et contraire à l'esprit de la loi du 15 juin 2000. Saisi par plusieurs avocats, j'ai examiné avec attention la portée de cet article en matière de droit d'indemnisation des victimes et de délai de forclusion. Pour commencer l'examen de cette proposition de loi, je tiens à vous rappeler le cadre juridique de ce droit d'indemnisation. L'article 706.3 du Code de procédure pénale encadre le droit d'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne dès lors que ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente, une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois, ou bien qu'ils relèvent des infractions suivantes: viol et autres agressions sexuelles, réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage, traite des êtres humains, proxénétisme, travail forcé et réduction en servitude, atteinte sexuelle sur mineurs. Je précise que sont exclues de cet article les infractions liées à des régimes spécifiques. Je pense en particulier aux préjudices liés à l'amiante et aux actes de terrorisme. Concrètement, les victimes saisissent la CIVI qui transmet leur demande au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI, qui est chargé de proposer un montant indemnitaire dans un délai de 2 mois. La CIVI, en tant que juridiction, peut ensuite homologuer l'accord si la victime accepte l'offre du FGTI, soit fixer un montant d'indemnité si la victime rejette l'offre. La demande d'indemnité doit être présentée dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction. En cas de poursuite pénale, le délai est prorogé et expire 1 an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement. Une fois la victime indemnisée, le FGTI est subrogé dans les droits dont celle-ci disposait et peut se retourner contre l'auteur des faits afin de lui réclamer le remboursement des indemnités versées. Le régime de la forclusion applicable à ce dispositif a été modifié par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Il a ainsi été prévu d'instituer à l'article 706.15 du Code de procédure pénale que la juridiction pénale statuant en matière de dommages et intérêts doit aviser la victime de son droit de présenter une demande d'indemnité à la CIVI dans le délai d'1 an. En effet, à l'époque, les victimes apprenaient souvent subitement et bien plus d'1 an après le jugement l'existence même des CIVI. Il s'agissait donc de pallier ce qui n'était pas une hypothèse d'école, un manque d'information. En complément, le Parlement a voté une disposition conçue comme protectrice, la suppression du délai d'1 an pour saisir la CIVI en l'absence d'avis donné par la juridiction. Toutefois, alors que l'on pouvait déduire des travaux préparatoires de la loi du 15 juin 2000 que le délai d'1 an courait à partir de l'avis donné par la juridiction ayant statué définitivement, telle n'a pas été l'interprétation retenue en toute rigueur juridique par la Cour de cassation. Selon cette interprétation, pour les victimes s'étant vu allouer des dommages et intérêts par une juridiction, le délai d'1 an ne court pas à compter de la décision ayant statué définitivement comme pour les autres cas, mais à compter de l'avis donné par la première juridiction qui alloue des dommages et intérêts
même si la décision de cette juridiction n'est pas définitive. Cette interprétation est juste juridiquement, mais concrètement, elle désavantage les victimes, s'étant vu allouer des dommages et intérêts qui ne peuvent attendre la fin de la procédure judiciaire qui les concerne pour saisir la CIVI. Ainsi, avec l'appui des services du ministère de la Justice, de la délégation interministérielle d'aide aux victimes, du FGTI et des avocats, j'ai travaillé à une nouvelle rédaction de l'article 706.5 du Code de procédure pénale. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à pouvoir le rédiger. Suite à ces travaux, j'ai proposé à la Commission des lois une nouvelle proposition de rédaction de l'article 706.5 en créant un délai unique d'1 an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique et sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive pour présenter la demande d'indemnité. En conservant l'obligation qu'a la juridiction d'informer les victimes ayant reçu des dommages et intérêts de leur possibilité de saisir la CIVI, et enfin en créant un cas permettant de relever automatiquement la forclusion si cette information n'avait pas ou n'a pas été donnée. Cet amendement a été adopté à l'unanimité par mes collègues de la Commission des lois. Je les remercie. Je vous remercie aussi, Madame la Présidente de la Commission, une nouvelle fois, pour votre soutien et votre intérêt sur le sujet. Cette nouvelle rédaction est plus claire et plus simple que celle d'aujourd'hui. La proposition de loi que le groupe Liberté et Territoires vous présente aujourd'hui contribue au renforcement des droits des victimes, respectant ainsi l'esprit de la loi du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. J'espère que le texte fera à nouveau consensus aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, close. Je vais passer la parole à Madame la rapporteure qui souhaitait s'exprimer, puis à Monsieur le Ministre. Avant ça, je voulais vous informer que sur le vote de l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisi par le groupe Liberté et Territoires d'une demande de scrutin public que nous annonçons dans l'enceinte de cette Assemblée. Madame la rapporteure, vous souhaitiez intervenir? Oui, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas être bien longue. Je voudrais remercier l'ensemble des orateurs de groupe pour leur expression favorable à cette proposition de loi présentée par le groupe Liberté et Territoires. Je pense que nous faisons œuvre utile pour les victimes parce que ça sera moins compliqué pour elles et beaucoup plus clair, utile également aussi pour l'ensemble de notre organisation judiciaire parce que je pense que ça évitera aussi des contentieux, du temps et parfois après des décisions qui finalement se retournent contre les personnes alors que ce n'était absolument pas l'objet. En tout cas, merci à vous tous et j'espère que cette proposition de loi donc sera votée à l'unanimité. En tout cas, c'est ce que j'en déduis de vos expressions. Merci aussi à Monsieur le Ministre d'avoir levé le gage, puisque l'article 2 était concerné, la PPL était gagée, et Monsieur le Ministre donc va présenter un amendement qui lèvera ce gage. Donc merci à tous. Monsieur le Ministre, nous allons donc procéder au scrutin. Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Vous avez regagné vos places. Le scrutin est ouvert. Ça marche là? Il ne s'est pas déclenché ça, c'est normal. Il est clos. 36 votants, exprimé 36, majorité 19, pour 36, contre 0. Il est adopté à l'unanimité.